Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, la vidéo que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une vidéo que j'ai faite sous forme d'entrevue avec Romuald alias French Vinyl Addict. French Vinyl Addict qu'on peut retrouver sur YouTube avec différentes chaînes, une en anglais, une en allemand et une autre chaîne en français le dimanche qui est un peu sous forme participative. Donc, French Vinyl Addict vraiment partage ses découvertes et sa passion du vinyle sur YouTube depuis un moment. Donc, je vous invite à le découvrir dans cette vidéo. Bon, ben aujourd'hui, je reçois un invité qui c'est Romuald, alias French Vinyl Addict, mieux connu sous son nom YouTube. Donc, salut Romuald, ça va bien? Salut Sébastien, ça va super là, merci pour l'invitation. Et toi, comment vas-tu? Ça va très très bien. Écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que c'était le premier invité sur ma chaîne dans le fond, le premier invité de 2025. Donc, je vais essayer en 2025 d'avoir quelques invités. Des fois, ça va être des artistes locaux, des bands, des collectionneurs de vinyles. Donc, je suis bien content de t'avoir comme premier invité sur la chaîne. Beaucoup d'honneur et beaucoup de pression là. Non, on va faire ça très très relax aujourd'hui. Cool, ouais. Écoute, je voulais commencer un peu j'aimerais que tu me parles de toi un petit peu dans le fond. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours dans le monde du vinyle? C'est qu'est-ce qui t'a amené là, vers le vinyle au départ? C'est vrai que moi je suis, comme vous l'entendez à mon accent, je viens de la vieille France, donc moi ça fait 3 ans que je vis maintenant au Canada, je suis résident. Mais avant ça, j'ai toujours baigné dedans là, parce que moi je suis d'une génération où mes parents avaient toujours des vinyles à la maison. Avec du vinyle, on l'écoutait jusqu'à 2002, 2003. On avait encore un système qui permettait d'écouter du vinyle à l'époque. Donc c'était beaucoup de disques que mes parents avaient acheté quand ils étaient plus jeunes, du classic rock, du pop des années 80. Et donc moi j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et puis moi j'y suis vraiment revenu en tant que collectionneur, même si j'aime pas forcément ce terme, mais en tant qu'acheteur, en choisissant le support vinyle pour écouter de la musique. Vers 2018-2019, il y a eu beaucoup de choses. Il y a déjà eu un petit revival. Ouais, que ça revenait un petit peu là les boutiques en France, style Archambault ici, mais en France, ils avaient un petit peu ressorti les crates. Fait qu'on voyait du vinyle nouveau dans les poindres, dans les magasins, et puis on avait aussi des émissions. Il y avait une émission qui s'appelait Radio Vinyle, qui passait à la TV française, où il y avait des invités, des personnalités publiques, artistes. On les mettait dans. 2019, t'étais en France, c'est ça? J'étais en France, ouais. J'étais en France. Je travaillais en Suisse, mais j'étais en France encore. Parce que j'étais à côté de l'Allemagne et de la Suisse. Et puis je voyais cette émission, et puis je voyais que c'était intéressant de se retrouver. On replongeait un invité dans un environnement musical, dans la plus grande collection de vinyles de France. Et c'était l'émission TV. Et puis moi, ça, fil en aiguille là, ça m'a un petit peu remis la puce à l'oreille. Et puis je me suis racheté une table tournante, je pense en 2019. Et ça a été une année assez charnière là, parce que j'ai changé de job à cette époque-là. Fait que je suis passé d'un moment où je passais beaucoup de temps sur la route, là, en allant tous les jours en Suisse, à un moment où je travaillais de chez nous, déjà avant la pandémie. Donc je me retrouve avec beaucoup de temps là, donc beaucoup plus de temps pour écouter mes vinyles chez nous. Et puis un peu de temps aussi parce que j'allais faire pas mal de conventions, je faisais des voyages pour visiter certains clients là. Donc ça me donnait l'occasion vraiment c'est parfait quoi, pour commencer une collection, vraiment l'apprécier. C'est comme ça que ça a commencé, on va dire. OK, c'est bien. Fait que ça a commencé un peu avant la pandémie, dans le fond. T'étais avant le gros boom, si on pourrait dire, au niveau du revival du vinyle. Mais c'est cool. Fait que dans le fond, t'as commencé un peu comme un peu tout le monde là, avec la collection de papa, maman et tout. Puis là, toi, j'imagine que t'es dans la même époque que moi, un peu plus génération CD là, à l'époque là. Fait que c'est ça. Puis là, mais concrètement, est-ce que toi, t'avais déjà une collection de CD à l'époque? Puis là, t'as vraiment t'as dit, moi, je m'en vais plus vers le vinyle. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment là, concrètement vers le vinyle? Est-ce que c'est un médium que, vu que t'avais déjà touché à ça quand t'étais jeune, t'étais attiré par ça ou? Ouais, j'étais attiré par ça. C'est vrai que j'avais vraiment des préjugés à l'époque, parce qu'on nous vendait le CD comme le son clean, voilà.
Donc moi, ce que je faisais à l'époque, ça c'est assez ironique là quand on y pense, c'est que moi dans les années 2000, 2002, j'ai racheté en CD, ce que mes parents avaient en vinyle, parce que je voulais vraiment un format clean, enfin voilà. Donc j'ai acheté beaucoup de CD. Le CD, je me suis un peu calmé vers 2010 là, comme ça, je me suis peut-être un peu calmé au niveau d'achat de CD parce que j'ai aussi, je suis passé par le téléchargement, tout ça, Napster, Emule à l'époque. Ouais. Voilà. Après, il y a toutes les plateformes on est passé par là, on a toutes les plateformes de streaming. Et donc oui, j'avais déjà une connaissance du support. Moi, ce qui m'a redonné envie, c'est que il y avait un côté, c'était vraiment l'objet. Okay. Le départ de mon projet, si j'ose dire, de racheter du vinyle. Okay. C'est l'objet, mais ça a très très vite changé d'expérience d'avoir un objet. On voit le disque qui tourne là, c'est le fun dans la pièce à vivre, dans le condo ou dans notre maison. C'est passé très vite de ça à l'expérience sonore. Ok, c'est vraiment ça qui t'a convaincu de retourner au vinyle finalement. Ok. Ouais. Ah, c'est bien, cool. Ben écoute, je sais aussi, ben là c'est ça, comme je disais au départ, t'es YouTuber aussi sur la communauté vinyle. Oui. Je vois que t'as déjà, je pense que t'as 2 ou 3 chaînes présentement là, qui roulent en même temps. T'as une chaîne en allemand, je crois, une en anglais. Ouais. Voilà, la première chaîne, c'est vraiment la principale, c'est French Vinyl Addict, et donc ça c'est sur YouTube. Il y a que YouTube, hein, il y a pas d'autre chose, il y a pas d'autres réseaux. Et donc là, c'est vraiment une chaîne que j'ai parti 1 an après de vivre ici au Canada, donc au Québec. Et donc chaîne en anglais parce que mon public est international, mon public est vraiment, je suis suivi par des Anglais, des Allemands, des Néo-Zélandais, fait que pour que ce soit international. Ouais. La chaîne en allemand, ça c'est juste parce que c'est ma deuxième langue et que j'ai une culture très proche de ça, parce que j'ai travaillé longtemps en Suisse et puis j'ai grandi à côté de l'Allemagne. Donc c'est plus un petit peu pour rester en contact avec mes amis allemands. Okay. Et puis la chaîne française, c'est pas une chaîne qui m'appartient en tant que telle, c'est une chaîne collaborative là, c'est en fond c'est ce qu'on fait avec mon copain Stunty là, Stunt Rock Confusions. Ouais. Donc ça c'est juste pour faire des lives. Donc là c'est des lives communautaires, c'est une libre antenne. Tu le sais, hein, Sébastien, t'as déjà. Je vais faire un petit tour de temps en temps. Tu viens participer très très souvent et puis c'est toujours apprécié ce que tu viens nous parler. Merci. Et donc là ça s'appelle des Scud et du PIF avec 2 F. Et donc dans le fond là c'est vraiment juste des lives en mode libre antenne, fait que là tout le monde peut venir peut jaser, tout le monde peut venir se connecter, parler avec nous autres sur le panel, raconter ce qu'il a acheté, ses disques, ses coups de cœur. Donc ouais c'est ça fait 3 chaînes YouTube là dans le monde du. Tu fais ça fait combien de temps que tu as des chaînes YouTube comme ça? French Vinyl Addict, je pense que ça va faire 2 ans là au mois de mars que j'ai commencé ça. La chaîne allemande, j'ai dû commencer ça je pense après l'été. Okay. J'ai eu envie de faire ça, et puis des Scud et du PIF là, donc le canal francophone là pour les lives, ça va faire 1 an là au mois d'avril qu'on fait tous les dimanches cette libre antenne. Qu'est-ce qui t'a donné un peu le goût là de commencer à faire des chaînes YouTube comme ça? Est-ce que t'en faisais déjà avant ou Non. Okay. Non, c'est sûr qu'il y a eu peut-être un projet de vouloir améliorer peut-être son élocution, sa communication en parlant d'un sujet qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup, la musique. Ouais. On a tous à peu près le moins. Tu sais que dans la vinyl community là, comme on l'appelle, on a tous le même parcours dans le sens où on est beaucoup des jeunes hommes où on n'a plus beaucoup d'amis parce qu'on est plus au secondaire, on peut plus jaser avec nos chums de musique, fait qu'on est dans notre vie adulte et qu'on a encore le besoin d'échanger, qu'on est un peu comme isolé. Mm-hmm. Fait que là on voit qu'il y a des chaînes YouTube où il y a des gens comme toi, comme moi, comme tout le monde qui font ça, donc ça donne envie. Puis moi vraiment le déclic c'est j'ai Monsieur Vinyle qui est une des plus grosses chaînes francophones, on peut dire. Lui il m'a proposé une entrevue. Okay. Et puis en préparant l'entrevue comme on le fait aujourd'hui, je me suis dit c'est quand même intéressant de mon parcours là d'être parti, d'avoir pris toute ma collection, de l'avoir shippé ici là, de continuer l'aventure. Pourquoi je parlerais pas de ça? Pourquoi j'échangerais pas avec d'autres membres de la communauté? Donc l'idée est partie un peu de là quoi. Ah ben c'est intéressant. Ben c'est un peu la même chose pour moi là. C'est sûr que moi j'ai la boutique que j'ai partie au travers de ça qui m'aide à comme avoir un but un peu à faire des vidéos et tout, mais j'aime beaucoup partager à la base les découvertes que je fais puis tout ça. Là. Fait que c'est un peu le même truc que toi. D'ailleurs, c'est ça, j'allais te demander, je vois ta collection un peu derrière toi là, c'est tout
ta collection que tu avais en Europe, que tu as amené ici, comme tu disais, tu as tout shippé ça ici ou Ouais. Okay. J'ai tout shippé ça, là, j'avais, ouais, quand même, bon, il y avait pas que ça, là, il y avait d'autres choses, là, il y avait les affaires de ma blonde, il y avait des choses un petit peu plus, personnelles, là, mais c'est vrai que ça a été, moi, j'avais 600 LP, là, à l'époque. Ouais. Je suis arrivé en mars 2022, là, ici, dans la belle province, donc, février 2022, un mois avant. Là, je me suis organisé, j'ai trouvé des boîtes vraiment, pour les vinyles. Et j'ai tout shippé ça, effectivement. Et puis bon, entre-temps, j'ai continué, j'ai acheté des choses. Oh, et la collection s'agrandit. La collection s'agrandit. Ah, c'est ça. Ah, mais ouais, j'ai tout shippé, ouais, exact, ouais. OK. En quelques mots, comment tu décrirais ta collection? Donc, c'est quoi le genre musical? Y a-t-il quelque chose qui t'attire plus que d'autres? C'est quoi que tu recherches quand tu vas dans un disquaire, vraiment? C'est beaucoup par phase. Là, j'ai beaucoup exploré des territoires un petit peu comme, je veux pas dire je cherche le nouveau Klondike là, mais c'est sûr que j'ai beaucoup été. Alors, quand j'ai ouvert ma chaîne, là, j'étais vraiment sur le prog, là, le rock progressif. Ouais. Et donc forcément, le rock progressif des années 70, les classiques, là, Gentle Giant, Genesis, Yes, et ELP. Et lorsque j'arrive ici, je comprends qu'il y a une scène très importante au Québec. Ouais. On va parler du groupe Harmonium, peut-être, Serge Fiori, et puis d'autres bands comme Manège, Morse Code. Donc là, c'est sûr que ça m'intéresse. Je me dis, hey, j'ai quand même la chance d'être dans un nouveau territoire, un nouveau terrain de jeu, dans le fond. Donc là, je peux explorer des choses que j'aurais jamais pu trouver ailleurs. Mm-hmm. Donc ma collection, si tu veux, c'est une accumulation de disques que moi j'ai voulu explorer, faire mien, peut-être. Je sais pas si c'est français de dire ça, mais des plusieurs genres, on est un petit peu éclectique, donc ça va aussi bien dans la base. Je pense que c'est vraiment le rock, classique rock, années 60-70, avec les grands noms, voilà, les Led Zeppelin, Deep Purple, les Beatles, qui ont été vraiment très importants pour moi dans mon parcours. Et puis après ça, on va un petit peu branch out, comme on dit, excusez l'anglicisme, dans plusieurs choses, dans plusieurs autres pays. La new wave aussi, post-punk, très importante pour moi, et puis des fois des curiosités, donc mais principalement voilà une période qui va de 1965 jusqu'à 1989. Okay. C'est cette période là, donc OK, t'es moins années 90 et tout, là, t'étais plus dans la période progressive un petit peu plus, là. Ouais. Okay. Ouais, je redécouvre parce qu'aujourd'hui c'est le fun, on fait des lives et puis on invite tout le monde. Puis moi j'aime bien partager, faire découvrir aussi au monde ce que j'aime, et puis je suis aussi ouvert d'esprit dans le sens où si j'ai un jeune qui me dit moi je tripe sur les 90s, les années 90, je vais m'intéresser, je vais peut-être me dire j'ai peut-être manqué un band où je redécouvre aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a tellement. Ouais. C'est comme de passer au travers de tout ça. Mais c'est effectivement, mais c'est vrai que la communauté vinyle sur YouTube permet beaucoup ça, là. Moi, depuis que je suis ça, j'ai découvert un tas de bands que j'aurais peut-être pas découvert autrement, là. Donc ça me fait découvrir plein de choses, puis ça me garde à jour sur d'autres groupes que j'aurais pas pensé aussi, là. Fait que c'est la réflexion que je me suis faite, là. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur tous les disques que j'ai achetés les 12 derniers mois, que j'aurais jamais acheté si j'avais pas vu une vidéo d'un copain de la communauté du vinyle là, en Australie, qui me parle de ça. Ok, ben je vais peut-être essayer. Ah, ça me plaît. Donc on est sous influence. Ah oui, c'est sûr. je suis sous je parle pour moi. Ouais. Et on trouve justement, c'est comme ça qu'on fait des découvertes, puis on trouve des trésors là parce que surtout si on parle des époques fin 60, 70, là, moi j'étais pas né à cette époque-là, là, donc je veux dire, c'est dur de vraiment se plonger là-dedans quand c'est des périodes que t'étais pas là, puis là finalement c'est comme ça que tu reviens un peu dans le passé avec les découvertes des autres personnes, là, qui ont vécu ça avant ou qui ont découvert ce style de musique-là. C'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je fais des découvertes, là. Bah, moi, c'est pareil. Puis on a eu cette réflexion, parce que j'ai eu cette nostalgie peut-être quand j'avais 14 ans, où je me disais, ce serait bien si j'avais une time machine là pour voyager dans le temps, vivre cette époque. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le mood, tu sais, c'est bien d'avoir le bénéfice le recul, tu vois, de pouvoir lire les livres, de pouvoir vraiment avoir accès à tout ce catalogue, ou faire du cherry picking, aller voir dans ce qui a été écrit.
Donc et puis c'est voilà. Avec toi, puis en même temps, c'est comment je pourrais dire ça, c'est quand on vit dans une époque, on dirait qu'on l'apprécie pas autant que. Oui, je suis d'accord avec moi, mais c'est tout à fait d'accord, ouais. Moi, il y a plusieurs fois que je me suis imaginé à vivre justement dans les années 70, là, avoir la voiture des années 70 puis écouter du Deep Purple à fond. Ouais. Mais, je sais pas si j'aurais vraiment apprécié dans ce temps-là. C'est comme aujourd'hui, je regarde la musique d'aujourd'hui puis je suis comme ouf, je trouve ça me parle moins, mais je sais qu'il faut rester de son temps aussi là. C'est ouais. Là. Je sais pas si t'es dans le même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement? On passe à un autre sujet. Oui, d'aujourd'hui versus parce que je trouve que le vinyle nous apporte nous apporte comme dans une ère un peu de nostalgie, puis on des fois on perd le fil avec ce qui se fait aujourd'hui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Si, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement il y a des choses qu'on se rattache un peu à certaines gloires du passé, mais c'était mieux avant. Ouais. Mais je veux pas tomber un petit peu dans ce game là, parce que je sais que chaque époque a des choses bien. Puis mes parents, j'ai aussi l'impression qu'ils ont pas forcément apprécié tout. Ce qu'ils écoutaient à l'époque, ce qui sortait au moment où ils l'ont vécu, c'est même moi qui des fois leur apprends. Là, je fais découvrir des affaires à mon père, là, père est né dans les années 50, il était jeune dans les années 70, je lui fais découvrir des choses qu'il est pas passé à travers, là, c'était pas venu jusqu'à lui. Et effectivement, je pense qu'il faut surtout pas tomber dans le piège de penser qu'aujourd'hui c'est moi tu sais des fois quand j'ai des fois des amis qui viennent à la maison, ils ont des jeunes des enfants qui ont 12 ans, 14 ans, je leur pose vraiment la question. Je pose pas la question aux parents, je leur demande pas qu'est-ce que ton fils il écoute, parce que lui le père il va répondre ce qu'il arrange. Je demande vraiment à l'enfant, et puis souvent pour vraiment savoir, mais OK, parce que c'est eux, dans le fond c'est eux un petit peu l'avenir. C'est-à-dire que eux, ils seront aussi nostalgie, ils auront aussi eu 50 ans un jour, et puis ils parleront de, je sais pas, des Kendrick Lamar de ce monde qu'on a maintenant. Donc, qui seront peut-être les références pour cette future génération. Donc, surtout pas hiérarchiser, surtout pas penser que nous on est les meilleurs, que ceux qui viennent après. Mais t'as raison. J'essaie de rester très humble par rapport à ça. Comment je pourrais dire, mon associé qui est avec moi dans ma boutique, lui a 65 maintenant, donc il a connu beaucoup l'époque années 70 et tout. Puis quand je lui parle de la musique des années 90, que moi c'est comme c'est mon époque, mais lui il est complètement il a l'impression d'avoir raté une décennie là. C'est vraiment il a presque pas écouté de la musique des années 90 parce qu'il a eu sa famille, ses enfants, tout ça, il a eu moins de temps. Ouais. Et pourtant là, il redécouvre un peu des trucs. J'y amène des choses. Puis là, il est comme un peu surpris de pas avoir entendu ça dans le temps. Donc c'est un peu, mais j'imagine que chaque époque, c'est un peu le choc des générations là, si on veut. Là. Fait que moi c'est pareil. Je suis moins dans les années 90. Pourtant, je suis né en 86 pour tout dire. Et c'est vrai que les années 90, les années 2000, je les ai vécues, mais je suis peut-être un peu moins fan. Okay. Et c'est quand même là où j'étais le plus. Parce que j'étais au secondaire, j'avais des amis qui me parlaient des groupes de l'époque là, Silverchair, Korn et compagnie, Muse, Placebo. Donc même si je les aime pas, forcément très genre modeste, je suis fan, mais j'ai entendu parler d'eux. Mais 10 ou 15 ans après, forcément là t'es dans un autre mood, tu travailles, il y a les enfants, il y a le travail, il y a la job, fait que là c'est peut-être un peu moins connecté à ce qui se fait en nouveauté, et puis c'est tout à fait normal. Moi je pense qu'à un moment donné, il y a une déconnexion qui se fait. Ben oui, on n'a pas le choix aussi parce que sinon on n'aurait plus de temps. Là, je veux dire, ça dans le sens que t'essaies de te garder à jour, mais il y a un artiste qui sort un album à tous les jours aujourd'hui là, fait que c'est comme même plus qu'un. Il y en a je sais pas combien par jour qui sortent. Fait que c'est dur de rester vraiment top niveau là-dessus. Là, mais bref, je pense que c'est en étant éclectique puis en partageant ses découvertes qu'on peut arriver à agrandir nos horizons là, justement. Là, fait que, oui. Tout à fait d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire, ouais. Ben, à part de ça, je voulais te demander, est-ce que, dans le fond, présentement, est-ce que tu penses que l'engouement sur le marché du vinyle va demeurer? Qu'est-ce que tu penses là de tout ça là, présentement? Là? Est-ce que tu trouves que ça s'en va à une bonne place? Est-ce que tu penses que c'est là pour... si le vinyle a toujours été là, on s'entend, là, mais il y a eu des périodes plus creuses. Là.
Mais toi, ton avis personnel là, en tant que YouTuber, puis ce que tu entends partout, puis en tant que collectionneur aussi, là, qu'est-ce que ton analyse du marché en fait, là, qu'est-ce que tu t'en penses? Ce que j'en pense, c'est qu'il y en a qui sont dedans, qui sont toujours dedans. C'est pas ceux qu'on voit forcément sur YouTube. Mm-hmm. Là, j'ai fait la convention du foire la bourse au vinyle, la foire au disque, je sais pas comment on appelle ça ici, à Montréal. C'est ça que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont pas du tout sur YouTube. Ils suivent pas la communauté. Pourtant, ils ont toujours été là. Ils sont collectionneurs. Ils se lèvent le matin. Ils sont les premiers à chercher des choses bien précises. Donc ça, c'est un public qui a toujours été fidèle. Même quand on n'en parlait plus, quand on le hypait plus forcément, ils ont toujours été là. Aujourd'hui, il faut quand même se dire quelque chose, c'est que c'est plus le format le plus pratique. C'est-à-dire que à l'époque, c'était le format qui existait. À l'époque, tu voulais écouter le dernier album de ton band préféré, le seul moyen que tu avais pour accéder à ça, que tu prennes l'autobus, que tu ailles en ville, que tu dépenses le 20 ou 30 piastres, que tu achètes l'album, et c'était le seul moyen. Ou alors un ami l'avait, te prêtait ou faisait une copie sur une cassette. Aujourd'hui, c'est plus le moyen le plus simple. Aujourd'hui, le moyen le plus simple, on le sait ce que c'est Hey Siri, joue-moi les Doors, tu vois. Fait qu'à un moment donné, les gens, ils veulent se faciliter la vie. Ils sont pas moins fans de musique, mais il se trouve qu'ils ont dans leur abonnement Amazon Prime, whatever, Amazon Music, ils ont la possibilité d'accéder à une foultitude de titres, à un catalogue. Et pourquoi ils s'embêteraient à aller attendre, payer et pour avoir un vinyle, tu vois? Mm-hmm. Donc ça, c'est voilà. Donc moi, je pense que ça reste un marché niche. Clairement, on dit oui, le vinyle, les ventes de vinyle dépassent les ventes de CD. Oui, mais bon, les ventes de CD, elles sont, voilà. Elles sont pas au plus haut niveau non plus, là, c'est sûr. Non, aujourd'hui, ceux qui ont ceux qui font le gros cash, là, ceux qui ont la grosse partie du gâteau, on les connaît, c'est Spotify, c'est les plateformes de streaming. Mm-hmm. C'est eux autres qui sont vraiment en capacité à gérer le marché. Les artistes sont pas énormément payés. Donc le vinyle, c'est juste j'ai presque envie de dire un produit complémentaire. Ouais. C'est-à-dire c'est pas forcément tu sais pas forcément Taylor Swift, c'est un mauvais exemple, mais tu prends n'importe quel band un band de maintenant là qui sort un album, tu vas demander aux gens qui sont du show là, aux 100 personnes, qui c'est qui a le vinyle. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Et même ceux qui ont le vinyle, c'est pas sûr qu'ils ont une table tournante. C'est peut-être juste qu'ils sont très très fans et qui c'est l'objet. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui rattache un peu maintenant pourquoi on continue de collectionner. Là, c'est un peu l'objet, le fait d'avoir quelque chose de physique, le son aussi, comme tu disais tantôt. Moi, en tout cas, le son est très important pour moi. Là, je trouve vraiment qu'il y a une différence, mais encore là, je le dis souvent dans ma vidéo aussi, il faut avoir un système de son qui permet de vous percevoir ça aussi. Là. Oui. Mais je pense que c'est ça qui nous rattache encore au vinyle. Même si tu dis que c'est un marché niche, mais il va toujours avoir des collectionneurs de cartes d'hockey, des collectionneurs. Il y a toujours eu des niches pour certaines choses. Là. Fait que le vinyle n'échappe pas à ça non plus. Puis la musique en général, là, c'est selon moi. Là. Ah oui. Après les cartes de hockey, c'est une autre façon de. C'est une autre finalité, je pense. Je sais pas. Je sais, il y a pas la sensation musicale, mais c'est souvent quand il y a des gens qui me demandent pourquoi tu as des vinyles, tu pourrais l'avoir sur ton téléphone et tout. Oui, mais j'aime l'objet, j'aime le son que ça me procure, j'aime le fait de m'asseoir, lire les paroles, d'avoir l'objet physique. Pour moi, est important. C'est pour ça que j'aime les vinyles. Fait que c'est peut-être pas une raison valable pour tout le monde, mais pour non, mais il y a une autre raison que je peux citer, c'est que moi, à un moment donné, j'ai voulu me replonger dans ce que j'écoutais quand j'étais enfant. Et les vinyles, ils étaient encore là. Ils étaient storés à la cave, au basement chez mes parents, et puis fait que j'ai pu encore accéder à c'est ça, ils avaient une foultitude de cassettes, de vinyles. Fait que j'ai pu me replonger sur et puis la tricoute et c'est le fun. Je me rappelle de la tune, c'est ça qu'on écoutait. Mm-hmm. C'est moins évident pour les générations, les enfants qui ont maintenant, je sais pas, 15, 16 ans. Eux, quand ils avaient 10 ans, leurs parents, ils écoutaient du dématérialisé.
c'est sûr. Vas-y, pour retrouver des playlists sur des vieux disques durs ou tu sais plus, tu sais, c'est éphémère, c'était là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si t'as pas gardé trace de ce que t'écoutais quand t'étais jeune, tu l'as plus. Dur de retrouver. Ouais. Tu peux t'en souvenir parce que t'as eu 2-3 artistes qui étaient vraiment importants. Vraiment, c'est ça, l'artiste ou la chanson en tant que telle. Mais c'est sûr que quand t'as le vinyle que t'écoutais quand t'avais 5 ans, ben c'est plus facile de retrouver exactement la même chose. C'est ça. Ouais, effectivement, bon point. Écoute, je passe là, j'avais une liste de questions un peu là. C'est dans le fond, toi, est-ce que tu as une opinion par rapport au vinyle neuf ou usagé? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, personnellement, t'es plus porté vers l'usagé, le neuf? Moi, c'est sûr que si je recherche un artiste des années 70 où le vinyle est disponible en quantité, à un prix où moi je peux dépenser sans me mettre sur la paille, c'est sûr que je vais privilégier la version originale. Okay. Pour répondre à la question, c'est vraiment le prix qui va déterminer. Je suis pas fou là, je vais pas mettre 500 ou 600 piastres là pour un original de Miles Davis là au Coltrane. Mm-hmm. Même si je sais que c'est peut-être il y a un grain analogique, il y a quelque chose. Moi, c'est le budget. C'est est-ce qu'il est atteignable, est-ce qu'il est disponible. Et encore là, même je vais pas mettre même 150 piastres pour le vinyle complètement abîmé. Voilà. Ça dépend. Donc ça dépend de l'état. Là, j'ai trouvé un groupe là qui est pas du tout hypé là, The Incredible String Band, original de 68. Je l'ai même pas payé 50 piastres, tu vois, parce que c'est des vinyles qu'on peut trouver en masse. Ils en ont, c'est pas hypé. Et puis t'as d'autres bands aussi, voilà, où on peut les trouver facilement. Les Harmonium, par exemple, ils ont été pressés ici. Je les trouve en bon état. Fait que là, bon, je vais aller vers le pressage original. Je vais pas forcément acheter la réédition ou le box set. Voilà. Mais si vraiment le disque est très très rare et puis c'est pas possible de l'avoir à moins de mettre un 1000 piastres, c'est sûr que là, la réédition c'est bien correct. La réédition Rhino, Back to Black, à un moment donné, il faut être un petit peu logique. Pour la musique et non pour. Oui. Donc moi j'ai pas de. Et puis de toute façon, quand maintenant un artiste sort un nouveau disque ou une nouvelle compilation, bon, t'as pas le choix que d'aller vers le produit neuf. Mm-hmm. Mais non, moi c'est pas, j'ai pas de réponse absolue. Oui, dans l'absolu, si j'avais possibilité, je prendrais que les originaux. Je sais que c'est juste. Les collectionneurs, c'est ça qu'ils veulent, là, mais je comprends. Moi, je suis un peu dans le même mood que toi, là. J'essaie d'avoir l'original le plus possible. Mais quand c'est pas possible, je me tourne vers des rééditions. Il y a pas de problème. J'étais à Den Bosch là, et puis j'avais encore un fantasme là. Den Bosch, c'est la plus grosse foire au monde là, aux Pays-Bas, en Europe. J'étais au mois de novembre. Et puis là, j'avais des disques là sur ma liste là, des Nick Drake par exemple là. Et puis quand je vois les prix, c'est délirant. Donc là, c'est délirant. C'est des disques. Bon, ok, le pressage original là sur Island. Donc là, je me dis, non, je vais me contenter de la réédition et c'est très bien. Ouais. Si ça sonne bien, je vois pas, oui. Là, mais à un moment donné, il y a une limite aussi, là. Je suis bien d'accord avec ça. toi. Voilà. D'ailleurs, c'était comment? T'as aimé ça? T'as adoré? Ouais, c'était le fun parce que c'est fou. C'est fou. Déjà, c'est les conventions d'habitude. Moi, je passe une demi-journée en général. Là, j'ai passé 3 jours. Okay. 700 vendeurs. Toi, tu sais ce que c'est, hein. Toi, tu fais des conventions. J'ai jamais fait une grosse comme ça, là, mais c'est toujours, peut-être. Là, on est 700. Fait que là, il faut vraiment avoir un roadmap, tu vois. Faut vraiment regarder, ils sont, Là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Ouais. Même avant, tu sais, d'avoir un plan de, voilà, de dire, là, c'est les prog, là, c'est ceux qui font plus le jazz. Okay. Vraiment, sinon, tu disperses. Est-ce que c'est divisé par section un peu, les vendeurs plus spécialisés ou, okay. Oui, un petit peu, ouais. Non, tu t'y retrouves. OK. Sur leur site web, tu peux télécharger le plan, vraiment le plan de la salle. Donc là, tu vois vraiment comme une convention de. Moi, ça m'a fait penser un petit peu quand je vais faire des shows là avec la job là où t'es en déplacement le soir, tu restes, tu rencontres tes amis. Ouais. Donc c'est une très 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 bonne expérience, mais je dirais qu'il faut être préparé. Il faut pas commencer dans le vinyle.
parce que là tu vas être perdu, tu vas pas savoir où aller. Il faut vraiment avoir un peu d'expérience, 3-5 ans d'expérience, et puis aller là-bas avec un budget, et puis savoir vraiment, ok, qu'est-ce que je suis venu chercher ici, qu'est-ce que j'ai pas de chance de trouver ailleurs. Qu'est-ce que là j'habite maintenant à Montréal, là, sur la rive sud, qu'est-ce que je sais que je trouverai jamais à Montréal. Et que là j'ai la chance que il y a des gens qui viennent d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud, des Brésiliens, des disques de jazz rares, des collections UK mine de gens de Scandinavie où il n'y avait pas de pressage. Là tu vas stratégique, tu vas vraiment stratégique. Ok. Ah ouais, c'est sûr que ça doit être facile de se perdre dans tellement de choses comme ça. Tu mettais 3 jours. Enfin moi j'étais 3 jours. Fait que là tu peux vraiment bien, comment dirais-je, te promener. Enfin voilà. Et puis tu vas stratégique dans le fond où le premier jour tu dis ok là il faut que j'aille là-bas first. Et puis le dernier jour tu sais que c'est les deals. Tu sais que là, les gens, ils remballent, ils veulent pas forcément tout ramener chez eux. Okay. Et que là, tu fais des fois tu négocies un peu. C'est là où j'ai fait les meilleures affaires. Ok. Dernière journée. Ok. Cool. Dernière journée, c'est ça. Vraiment, quand ils sont en train de tout pacter, là, tu vas, et puis deux, trois disques, là, et puis tu négocies. Et ça fonctionne. Et puis c'est le jeu, et puis tout le monde sait que ça fonctionne même. Ah, ben, c'est bon à savoir, si un jour je vais garder ça en tête, je t'appelle. Avec plaisir, ouais. Ben, est-ce que tu comptes y retourner l'année prochaine, c'est pas? Non, l'année prochaine, ça va être compliqué parce que maintenant, ici, tu sais, avec le billet d'avion, là, c'est un peu compliqué. Fait que là, c'est 2 fois par an. Là, il y en a une il y a toujours une convention au mois d'avril, qui est plus petite, selon certains. Bon, j'ai pas encore la référence, je suis pas la vérité absolue, mais beaucoup disent qu'elle est plus petite parce que le monde, ils ont plus le temps de diguer l'été. L'année prochaine, peut-être pas. Non, je pense pas. L'année prochaine, parce que ça fait quand même assez long. Et puis, peut-être voilà, là, une année ou deux. Oui, mais j'y retournerai là-bas, c'est sûr, parce que certains, ils ne vont que à Den Bosch. On a des gens, des diggers, ils se gardent leur budget et puis ils vont à Den Bosch faire plaisir, s'acheter les. Comme tu dis, il y a tellement de choix que probablement que c'est la meilleure chance de trouver ce que tu veux vraiment. Là. Si tu vas dans des petites conventions, des fois tu tombes sur une pépite ou deux, mais c'est plus dur. Mais là-bas, il y en a. Là-bas, des fois, je vais pas dire une niaiserie exagérée, mais t'as des fois 5 copies dans le monde. Tu peux peut-être en avoir 2 à Den Bosch. Bon. C'est pas représentatif, tu vois, ultra rare partout. En même temps, 5 copies dans le monde. En tout cas, moi, je suis pas sûr que j'aurais moyen de l'acheter. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est ça. Écoute, pour revenir un peu à tes goûts et à ta collection, est-ce que tu as des trucs là, que tu as découvert dernièrement que tu voudrais nous partager ou je sais pas si tu as quelque chose dans le moment qui tourne sur ta table tournante? Ouais, j'ai du. Tu veux que je te montre les disques un petit peu? Oui, vas-y. Ah ouais, je vais te les montrer, ouais. On a quelques-uns proches. Bon, alors moi, il faut savoir que je suis en train de lire un livre sur le folk. Vraiment, alors c'est un livre sur sur le revival le renouveau du folk anglais. Oui, donc il y a ta vidéo hier, puis j'ai vu que tu en parlais dans ta vidéo. Voilà, donc c'est ça, moi j'ai le rock progressif, c'est un département assez important dans ma collection. Et puis en faisant des recherches approfondies, il y a des bands qui ont des racines folk, et puis il y a des groupes que je suis complètement passé à côté. Et ça, par exemple, ça c'est vraiment une très très belle redécouverte des Incredible String Band, donc un album de 68. Okay. Et là c'est fou parce qu'on retrouve, c'est un petit peu une photographie de l'Angleterre de l'époque. Faut savoir que Sgt Pepper, qui sort l'année d'avant, a vraiment éclaté, fait sauter tous les verrous, comme on dit. Et donc t'as des albums qui arrivent de Donovan, t'as des albums de bands comme Cream par exemple, où là on est sur l'exploration sonore, sur même l'expérimentation un petit peu. Et ça va vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est ce qu'on retrouve un peu là-dessus. C'est un amour de folk. Lui, il est écossais. Okay. Ils ont fait des voyages au Maroc. Ils ont un petit peu intégré des sonorités orientales, beaucoup de musique indienne. Et puis ça fonctionne vraiment. C'est un disque qui est pas du tout. Il a jeté un peu les bases du rock progressif qui va s'en venir dans le fond. Exactement, ouais. En faisant une musique folk, acoustique, un peu psyché. Avec pas mal d'éléments, voilà, on entend beaucoup le sitar, beaucoup les instruments de musique orientale. Okay, cool. Et toujours dans le folk, un groupe qui est connu mais que moi j'avais pas forcément donné beaucoup d'attention.
Ça, c'est aussi j'avais trouvé une copie à Den Bosch, là, un album qui s'appelle Cruel Sister, qui est, je crois, l'album qui sort juste avant. Celui-ci, ça, c'est Pentangle. C'est un album qui s'appelle Reflection. Et ça, c'est pareil, c'est un album qu'ils vont faire quand ils vont, à la suite d'une tournée, qui sont assez fatigués, et beaucoup de Nord-Américains parlent de cet album. Et je pense savoir pourquoi, parce que c'est du folk vraiment, hein, c'est du folk pur jus. On a 2 guitaristes qui sont des virtuoses, John Wenborn, Bertie Hench, une chanteuse, voilà, Jackie McPhee, qui a vraiment cette voix très très mystique presque. Et cet album, si tu veux, il y a des éléments de bluegrass, blues, country, jazz. Donc je pense que ça a vraiment plu au public nord-américain à l'époque. Ça, c'est des choses que j'ai, un petit peu dans le folk, un petit peu. Je pourrais montrer d'autres choses là, mais ça, je pense que ces 2 disques illustrent pas mal dans ce dans quoi je suis. Okay. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, voilà, okay. Voilà. J'ai, à force de suivre tes vidéos, j'ai vu aussi que t'aimais beaucoup le prog québécois des années 70 là. Ouais, j'en ai. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais t'es quand même c'est drôle parce que nous autres, on a évolué un peu avec ça. Là. Mes parents écoutaient des trucs harmonium et tout. Donc, c'est sûr que on connaît vraiment ça. C'est de loin. Là. Moi, j'écoute harmonium aussi souvent, là, mais il y a d'autres groupes que tu as découvert. Tu as vraiment fait une grosse recherche là-dessus parce que il y a des trucs quand même assez obscurs que même les Québécois connaissent pas que t'as écouté. Là, donc... Ouais, j'ai fait mes devoirs. Bah écoute, c'est marrant que t'en parles, parce que déjà, moi, je vais vraiment au fond des choses. J'ai lu des livres comme ça, par exemple, tu vois. Où là, on se trouve au Québec, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, on parle un petit peu de la manière dont on avait de consommer de la musique. Donc moi, j'ai déjà été invité à des parties de famille ici avec le rigodon, ce genre de choses. Non, mais c'est pour comprendre un petit peu la culture d'ici. Et puis ce folk, pourquoi il y a des similitudes entre le folk ici au Québec versus l'Irlande. Et puis là, c'est tout bête quand on y pense, c'est qu'il y a beaucoup de des Irlandais qui sont venus ici. Voilà. Toi, t'es en Gaspésie, c'est le meilleur exemple. Les bateaux qui arrivent, il y a malheureusement le bateau coule à 20 mètres du bord. Là, tu sauves les instruments, tu peux juste sauver les instruments qui flottent. Donc les flûtes, les violons, et puis c'est ça qui va un petit peu colorer la musique locale. Donc non, moi ça m'intéresse vraiment. Depuis que je suis ici, je m'intéresse à la musique québécoise. Le harmonium des 5 saisons, mon père l'avait acheté en France parce que ce groupe-là, il a eu beaucoup de succès. Il a eu tellement de succès qu'il a fait une tournée avec Supertramp. Fait que il a été distribué sous le label Gamma en France. Voilà, le label Gamma, on trouve aussi certains pressages ici au Québec. Je crois Saint-Preux, des choses comme ça, Concert pour une voix qui sont sous le label Gamma. Mais Gamma était aussi distribué en France. Puis ouais, j'ai découvert d'autres groupes comme ça. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Slosh. C'est pas un groupe de Montréal parce que la scène montréalaise était très importante, comme tu sais. Mais ça, on est plus un petit peu sur des sonorités à la Gentle Giant. Donc ils ont fait plusieurs albums. J'ai un œil, Stadacon, par exemple. Ça, c'est des choses comme ça. Ça, une très très belle découverte aussi. Opus 5. Donc là, on est entre le Genesis Trespass du début et puis du côté un peu jazz rock, un petit peu à la Robert Fripp. Donc ça, c'est très 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 bon. Et ça me fait penser aussi au groupe Ange, groupe français de France. Et puis c'était pas que des groupes, voilà, le gros progressif québécois, c'était pas que des groupes à l'harmonium, à la Morse code, symphonique. On avait du jazz rock pur jus. On a des artistes comme voilà Yves Laferrière qui a bassiste et donc qui avait fait plusieurs albums Contraction, voilà. Puis on est vraiment sur du jazz rock avec une chanteuse qui s'appelle Christiane Robichaud. Okay. Donc vraiment très très lyrique. Ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir ici. Et puis voilà le groupe Manège. Voilà, où là c'est richesse d'instrumentation, instruments avant. Voilà, il y a eu beaucoup de choses au Québec. Oui, là on parle. Moi, je connais pas tout ça, mais c'est comme Manège, j'ai découvert avec l'album a comme je pense que c'est une Westphalia sur l'album. Il y a une voiture là, c'est un album avec une photo en noir et blanc là, mais je me rappelle pas le nom de l'album, mais j'ai vraiment été très très surpris par cet album là, puis ça
ça m'a poussé à aller écouter d'autres albums de manège. Mais c'est vrai qu'on a eu une scène assez florissante dans les années 70 là, ici au Québec. Là. Puis même ça continue d'ailleurs. Il y a quand même des artistes intéressants aujourd'hui aussi. Mais c'est vrai que cette période-là était quand même assez riche là, en expérimentation puis en band de toutes sortes. Là. Mais un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais au Québec, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis des fois, on l'oublie souvent. Là. Au Québec, il s'est passé la même chose qu'en Italie. Et t'as des groupes comme Genesis, ils ont eu leur. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde dit, nous, on est les premiers à avoir été fans de Genesis. Les Italiens le disent, les Belges le disent et les Québécois le disent. C'est vraiment des contrées qui ont épousé vraiment cette nouvelle culture, nouvelle tendance. Donc, t'as eu une foultitude de bands de rock progressif en Italie. PFM, entre autres. PFM, les Ormé, voilà, des groupes un petit peu comme ça. Et puis voilà, le Québec qui ont aussi découvert et je crois qu'ils ont joué à Sherbrooke, Saint-Hyacinthe. Je crois que c'était aussi un microcosme un peu musical assez important ici sur la rive sud. Ouais. Et puis ces groupes-là, Harmonium, qui sont plutôt d'obédience folk au départ, faut le dire. Ils ont fait des festivals à Saint-Jean en 73, ils ont eu du succès, ils ont eu un contrat, ils ont pu faire d'autres choses après. Et mais ça a été très très fort, très très fort et très très vite. Et ça s'est aussi arrêté très vite. Le rock progressif de toute manière, après passer 80, c'était plus trop. Ça tombait dans le disco, le synthé et tout ça. Là, c'est ça. Et puis bon, il y a on va pas parler de politique, mais il y avait le contexte un peu, dans les années 70 au Québec, on en parlera pas plus. Mais c'est vrai qu'en 80, ça s'est un peu arrêté. Donc ça a pas, si tu veux, je pense pas que le genre, ça fait des petits. Je pense pas qu'il y a eu une récupération. Non, c'est ça. Mais il y a certains bands, c'est quand même aujourd'hui qui s'inspirent un peu de cette époque-là. Ok. Si tu penses à Carquois, par exemple, là, qui sont quand même un groupe assez que j'aime beaucoup, indie rock, mais progressif sur les côtés aussi. Là, c'est quand même intéressant. Là, donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de on le perçoit moins l'influence peut-être aujourd'hui de ces bandes-là, mais ça reste que ça fait partie de la culture puis de l'histoire du Québec. Là. Mais c'est cool qu'un Français vienne nous faire la leçon. Je viens pas vous faire la leçon. Non, mais même en tant que Québécois, c'est pas quelque chose on est plus poussé à aller voir ce qui se fait à l'extérieur que de regarder ce qui se fait vraiment chez nous. Des fois, je sais pas si c'est comme ça en France aussi, là, mais les Québécois, on est plus portés vers la culture américaine, anglophone, fait que ce qui se fait au Québec, on met ça dans un tiroir puis on le revisite pas souvent. Fait que mais c'est bon de là. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a des choses qui valent le coup, mais non, c'est pas pour faire la leçon, tu sais. Moi, je suis curieux de nature. Moi, j'ai la chance et là, on en parle beaucoup quand on est collectionneur. Quand on est collectionneur de disques, qu'on habite dans une région et qu'on ne sort pas de cette région. Alors maintenant, il y a Internet. Voilà, il y a Discogs. Mais mettons qu'il n'y a pas Internet, on est dans notre région, on a toujours accès au même type de choses. T'as la chance une fois de voyager, de changer de pays. Là, tu dis waouh, là, tu trouves des disques que tu trouves pas dans ton pays. Exact. Moi, j'ai changé de pays et j'aurais fait les mêmes devoirs si j'étais allé en Australie. Je me serais intéressé à la culture locale. Je me serais dit, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis pas venu ici pour continuer à acheter du Brassens et du Jacques Brel et du Barbara. Alors on les trouve. Il y a des sections franco dans les disquaires et c'est très bien. Et puis c'est le seul endroit où la France et le Québec on est sur le même, on est ensemble vraiment dans les sections franco des disquaires et ça c'est le fun. Ouais. Mais ça c'est des groupes que je connais. Et qu'à un moment donné, j'ai la chance de découvrir autre chose, de m'ouvrir. S'il y a une communauté latino dans mes amis, donc savoir s'ouvrir, pas imposer ma façon, mes groupes français, parce qu'on vous les connaissez les groupes français ici. Oh, oui. Mais c'est une belle façon de découvrir aussi d'autres cultures par la musique. C'est vraiment intéressant. Ouais, et tout à fait, ouais. Écoute, ça fait déjà comme 30 minutes et plus qu'on parle. On pourrait parler longtemps, mais... Ah ben c'est ça. C'est dans ta journée, mais écoute, en terminant, là, est-ce que tu vas continuer à faire tes vidéos et tout? Moi, je vais mettre les liens de ta chaîne et tout dans la description, donc les gens vont pouvoir aller voir ce que tu fais sur YouTube. Fait que... Ouais, moi j'ai aucune prétention, je suis pas expert musicologue, je suis un passionné comme tout le monde. Sauf que voilà, moi j'ai maintenant un petit peu d'abonnés, j'ai pas énormément d'abonnés, c'est pas une grosse communauté,
c'est un marché niche, hein, le vinyl community. Mais je vais continuer quand même, je pense, à m'inspirer un petit peu de découvertes que je fais grâce à toi. Hein. Je suis passé à la boutique chez toi cet été. Je suis toujours curieux de savoir un petit peu, de capter des nouvelles idées. Et puis le partage, ma chaîne est en anglais, mais moi j'aime bien, tu sais, je sais que j'ai un public anglophone et j'aime bien leur parler de choses québécois, français. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à dire. Ah, mais ta chaîne en anglais. Je dis oui, mais moi je leur fais découvrir. Moi, j'ai pas peur de leur parler de ça, de Yves Laferrière, de groupes français. Donc de leur permettre. Et puis j'ai un gars en Australie typiquement qui allait écouter de ces choses-là, qui m'a dit bah tu vois, si sans toi, je serais jamais allé vers ce genre de choses. Ben oui, c'est ça. Puis même si on comprend pas toujours le langage et la musique, fait que c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont pas bilingues, mais ils écoutent de la musique anglophone. Fait que c'est pourquoi pas faire l'inverse aussi. Ça pourrait, c'est intéressant. Le partage, la découverte, donc c'est ça. Moi, ça que sert ma chaîne. Si tu veux, moi j'ai pas une mission non plus là. On n'est pas dans l'armée, mais voilà, le but c'est d'aller dans into the wild, de chasser, de trouver. D'apprécier et de partager. Voilà, on n'est pas là pour voilà, ça c'est le but de un petit peu la mission. C'est un beau mot de la fin. Écoute Romuald, merci beaucoup de ta présence. Fait que je vais t'envoyer la vidéo. Tu vas pouvoir la voir sur YouTube. Cool, excellent. Mais écoute, continue ton travail puis continue à faire découvrir des choses aux gens de la communauté vinyle, c'est super. Et puis toi aussi, hein, toi tu as les deux casquettes. Toi, c'est grâce à toi qu'on peut découvrir et qu'on peut aussi se procurer les disques. Quelques albums. Donc la musique, t'es bienvenu quand tu veux. Avec plaisir, ouais. Fait que super, ouais. Bon ben, je te souhaite une excellente journée puis on se reparle bientôt. Merci Seb, merci pour ton temps. À bientôt. Salut. Bye. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié mon entretien avec Romuald. Je vous invite en terminant à le suivre sur YouTube. Donc je vais mettre dans la description au bas les différentes chaînes que Romuald fait. Donc où vous pouvez taper sur YouTube French Vinyl Addict et vous allez facilement le trouver. D'autre part, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi à nous suivre au www.audiostopdisquaire.com. On est sur Facebook, Instagram aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine vidéo.